Les 4 tables rondes, c'est les 4 points vitaux du prélèvement d'organes. Comment renforcer l'activité des prélèvements et des greffes pour une meilleure gouvernance de la chaîne du don d'efficience. Troisièmement, donc, le donneur vivant apparenté, qui en France plafonne entre 10 et 15%, sachant qu'aux États-Unis, c'est 50% en donneur vivant, au moins en rein. Et puis d'autre part, donc, le problème du public, de la santé, de l'enseignement, c'est réinjecter la culture du don en France, qui est un élément de générosité d'homme à homme. Pour moi, la grande force de ce manifeste, c'est d'avoir été basé sur un diagnostic, puisque les associations ont interrogé dans des groupes de travail, Cédric va vous l'expliquer, les différentes parties prenantes autour de la politique du don d'organes et de la greffe, et que ça permet d'avoir des constats qui sont tout à fait, et des propositions qui sont tout à fait pesées et portées par du concret. On a créé des groupes de travail. Donc on a créé 5 groupes de travail, comme vous pouvez le voir, qui sont prélèvement, transplantation, don du vivant, culture du don et gouvernance administration. Un responsable associatif s'est mis à gérer le groupe de travail. On a interviewé une centaine de professionnels à travers tous ces groupes, de façon à pouvoir faire remonter du terrain, des hôpitaux, du milieu associatif, mais aussi de l'agence de la biomédecine et d'autres agences, les freins qui étaient rencontrés et co-construire des solutions ensemble, puisque nous pensons qu'ensemble, nous pouvons y arriver, mais pas chacun de son côté. Vous aurez donc aujourd'hui les Assises nationales du don d'organes, où nous allons vous présenter les résultats de chaque groupe de travail. La table ronde numéro 1 porte sur quel levier pour soutenir et renforcer l'activité des équipes de prélèvement et de greffe. Jean-Louis Touraine. Jean-Louis, si tu veux prendre place. Jean-Louis sera pour notre table ronde 1 et notre table ronde 2, sera notre grand témoin. C'est-à-dire qu'il a cet avantage éminent d'être non seulement politique, puisqu'il est député, mais également d'être professeur de médecine. Donc il a un regard très acéré sur la profession, il a fait de la recherche. Les coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus humains, les CHPOT, qui ont accepté notre proposition d'échanger sur les conditions dans lesquelles elles exercent leur mission. Elles ont répondu à nos interrogations en toute sincérité, dans un esprit constructif, avec une réelle volonté de voir les choses évoluer dans le bon sens. Il nous a d'ailleurs semblé qu'elles appréciaient particulièrement que le monde associatif se penche sur leurs difficultés. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Et c'est vrai que ça a été un réel plaisir pour nous d'échanger avec les associations, et on trouve que dans le manifeste, il y a plein de points très positifs qu'on partage. Juste pour commencer sur le refus, moi je suis médecin réanimateur depuis une quinzaine d'années, avant d'être médecin coordonnateur du prélèvement. Je voudrais quand même qu'on parle aussi du contexte dans lequel ont lieu ces refus, puisqu'on parle en effet de 50% de refus liés au contexte. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc moi je suis coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus à La Riboisière et Saint-Louis depuis de nombreuses années. Et je travaille avec Mathieu et l'ensemble des réanimations de notre secteur. Alors, baisser et optimiser le taux de refus, c'est en effet une priorité pour nous. Je pense qu'avant d'envisager une diminution du taux de refus, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est la position et le positionnement de tout citoyen en France et la communication autour de ce don d'organes et des possibilités, et que chacun puisse connaître la volonté de ses proches. Notre fonction d'infirmier coordinateur était reconnue. Malheureusement, je le crois pas assez, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde l'infirmière coordinatrice, je vois quelqu'un qui est le noyau et le lien d'un maillage complexe. C'est quelqu'un qui est au centre d'une multitude d'intervenants, internes, externes, qu'elle doit connaître parfaitement. C'est un peu le chef d'orchestre. Elle doit gérer tout au millimètre près, à la seconde près. Car si elle ne le fait pas, ou si elle le fait mal, il n'y a pas de prélèvement, donc il n'y a pas de greffe, et tout s'arrête, et ça c'est inconcevable.
Effectivement, on évoque le taux important de refus dans la région parisienne versus 28% en province. C'est vrai qu'il faut éviter les conclusions hâtives. Je pense que c'est très important. Mathieu l'a bien précisé là-dessus. Et puis, il faut aussi prendre en compte qu'au niveau des coordinations, je crois que c'est 189, si mes souvenirs sont exacts, peut-être que Laurent pourra me contredire ou pas, mais il y a 189 coordinations de prélèvement en France. C'est le travail et le fruit de l'Agence de la biomédecine depuis des années d'implanter des coordinations un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, c'est un système qui est un peu unique parce que c'est vrai que d'autres pays n'ont pas choisi ce mode-là, mais on sait qu'il est important et qu'il est irremplaçable, entre guillemets, si on doit le faire fonctionner. Néanmoins, il faut aussi se rappeler qu'il y a plus de 100 coordinations, alors on va dire 100 centres hospitaliers en France, qui réalisent moins de 5 prélèvements par an. Alors on va dire, moins de 5 prélèvements par an, quelle est la pertinence? On est tous d'accord ici pour dire qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Néanmoins, il faut se rappeler aussi que la mort encéphalique, c'est quelque chose de rare dans un hôpital. Il n'y a pas autant de morts encéphaliques que de décès, loin de là, c'est 1% des décès. Donc c'est quelque chose d'important. Et effectivement, dans les territoires doté d'une réanimation certes, mais dans un territoire démographique moins important, il est logique qu'on se retrouve avec moins de donneurs. C'est important parce que la fonction, je dirais, d'une infirmière de coordination, va être différente effectivement selon les régions, mais selon aussi le type de l'hôpital dans lequel elle va exercer. Un grand bravo et de chaleureux remerciements aux équipes de coordination, aux donneurs d'abord, aux associations qui ont fait bouger les lignes, et c'est très bien ainsi, et puis à l'Agence de la biomédecine qui a assuré la sérénité dans laquelle cette activité se développe. Permettez-moi d'abord de rappeler une évidence, c'est qu'il n'y a pas de transplantation sans don. Et si dans les enquêtes d'opinion, nos concitoyens sont 0% à refuser la réception d'un organe transplanté, ils sont 12 à 15% à refuser le don pour eux-mêmes, mais le taux de non-prélèvement, on l'a entendu, est souvent supérieur à 1/3. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas un respect de la volonté des personnes. En introduction, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ce que nous avons rencontré à travers nos différentes expériences associatives depuis des années, mais aussi à travers toutes les interviews que nous avons réalisées dans le cadre des Assises nationales du don d'organes, c'est qu'il manquait exactement ce que tu as dit, Olivier, il manque un pilote de l'avion. Il n'est pas ici question de remettre en question le travail de quiconque. On se rend bien compte que toute la chaîne du don d'organes a un dévouement qui est certain. L'excellence du travail de l'Agence de la biomédecine qui a été rappelée par le professeur Jean-Louis Touraine tout à l'heure est incontestable. Pour autant, les prérogatives de l'Agence de la biomédecine ne lui permettent pas d'être le pilote dans l'avion, d'être la référence, le guide qui devrait tous nous amener vers les objectifs. On reviendra sur le fait de savoir si dans chaque ARS, il y a un référent greffe et un référent don. Je pense que ça fait partie des choses, des questions de base sur lesquelles j'ai l'impression que la réponse est non, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. L'agence, c'est très bien, mais nous, ce qu'on veut savoir, et ma question, je la répète, je pense qu'elle intéresse tout le public, c'est de savoir comment ça va s'organiser demain pour que ces résultats qui sont merveilleux sur ce que vous venez de nous présenter, mais qui ne sont pas suffisants quand on regarde les autres pays, et c'était le sujet de la table ronde numéro 1, ces résultats soient amplifiés et qu'ils soient menés à bout, nonobstant du satisfecit que chacune des équipes peut faire autour de son propre travail. C'est très bien que l'agence soit contente des chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça va fonctionner demain, et non seulement comment ça va fonctionner demain, mais comment on va avoir une vraie gouvernance, c'est la question de la table ronde. C'est le résultat de tous les acteurs de la chaîne du don, des coordinations, l'agence, mais aussi toutes les équipes de greffe
qui sont mobilisés H24 et les équipes de coordination aussi qui sont mobilisées H24. Mais dans l'efficience, il me paraissait important de montrer aussi ce qui a été développé et mis en place pour améliorer et pour éviter qu'il y ait des donneurs qui échappent à cette chaîne du don. On pourrait dire, là, la transplantation, quel numéro de téléphone? Alors, c'est soit le numéro du ministère de la Santé, soit le numéro de la directrice générale de l'ABM, soit d'autres encore. Alors, essentiellement, je pense, en première analyse, on pourrait dire, c'est l'agence de la biomédecine. Et c'est vrai, elle est chargée de cela. Et elle est très bien organisée. Il faut tout à fait en être conscient. Par contre, cette agence n'a pas d'autorité sur les hôpitaux. Vous avez vu qu'elle n'a même pas la possibilité véritablement d'imposer les formations. Il faut que ce soit payé par quelqu'un d'autre. Qui, comment? Un directeur d'hôpital? Mais quel va être son intérêt à payer pour? Donc, elle n'a pas cette autorité-là. Elle n'a pas d'autorité sur les ARS, etc. Donc, c'est une coordinatrice sans les moyens de réaliser la mission totale qui lui est confiée. On est tous des très bons soldats ici. On fait un travail exceptionnel. L'ABM, les associations, on fait des tas de choses formidables. Mais les soldats, un soldat a besoin d'un chef d'état-major, a besoin d'un chef de corps, un chef d'état-major. Et il faut absolument qu'on mette en place ce genre de choses, parce qu'on n'y arrivera pas. Par rapport aux moyens, effectivement, nous, on ne distribue pas, l'agence n'a pas d'argent, hein, c'est en fonction des listes d'attente, en fonction du nombre de greffés, en fonction du nombre de prélèvements, que les moyens sont affectés aux établissements. Alors, un chef peut-être, mais des acteurs de terrain aussi. Tout à l'heure, je disais que la cohorte des patients greffés vivants avec un greffon a été multipliée par 2,4. Quelle a été l'augmentation des moyens humains dans les services de transplantation, que ce soit en greffe rénale ou en greffe thoracique ou en greffe hépatique? C'est une question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une multiplication par 2. Or, je vous rappelle que pour le donneur vivant, par exemple, un donneur vivant, pour réussir un projet de greffe donneur vivant, c'est 6 mois de travail et il faut identifier 3 donneurs possibles, potentiels, pour arriver à finaliser un parcours pour un donneur. Bon, donc ça c'est un travail phénoménal pour les services de néphrologie. Et donc si on veut augmenter le nombre de donneurs vivants en France, ce qui est un souhait de tout le monde, eh bien je pense qu'avec les moyens humains des services de néphrologie, je pense qu'on va avoir du mal quand on connaît. On est très proche des gens du terrain et on voit bien les difficultés organisationnelles, mais aussi de moyens humains dans les services de néphrologie. Bien sûr, toutes les équipes médicales, parce que, bien sûr, sans vous, on ne serait pas là. On a la chance quand même, c'est vrai en France, de bénéficier d'une médecine de pointe. Hein, on la critique parfois, mais c'est quand même voilà, une médecine qui est performante. Le programme prévu donc, dans le 3e plan greffe, c'était 1000 donneurs vivants en 2021. Bien sûr, la crise est passée par là. En 2019, on n'en était quand même qu'à 510, soit la moitié. Et puis, la tendance n'était pas à la hausse. Donc, il était difficile d'envisager qu'en 2021, on arrive à ces 1000. C'est extrêmement important qu'on travaille tous main dans la main. Et quand je dis tous, c'est les professionnels de santé, mais aussi les associations de malades pour essayer de faire avancer. Je crois que c'est essentiel. Il faut garder en mémoire qu'on fait ce travail que pour les malades. Et certes, on le fait avec passion. Ça aide parfois, et vous allez vous rendre compte que mon discours, c'est même essentiel pour pouvoir travailler. Mais c'est pour vous qu'on le fait, donc merci. Il faut dire tout de suite
que la transplantation à un donneur vivant est la meilleure solution. Et je dirais qu'on devrait dire que la transplantation à un donneur vivant est la solution et que si on ne peut pas, on fait une transplantation à un donneur décédé. On a été longtemps dans le paradigme inverse. Et donc, je pense qu'il faut vraiment présenter dans la communication la transplantation à un donneur vivant comme mettant la solution numéro 1, parce que c'est elle qui donne les meilleurs résultats, c'est elle qui permet d'être greffé plus tôt, c'est elle qui permet de faire des économies pour la société. Et après, si on ne peut pas, on envisage la greffe à donneur décédé. J'entends que c'est une question difficile, en particulier en France où ça génère des conflits sociaux très très vite. Néanmoins, si on se compare à ce qui peut être comparable, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, à l'Amérique du Nord, comment nous situons-nous en densité de centres de transplantation? Ça va être l'objectif de ce qu'on va faire dès demain, après cette belle réunion des assises. Oui, il nous faut réorganiser tout cela. Alors on a entendu beaucoup des éléments qu'il faut améliorer. Le vœu de tous, puisqu'on parle beaucoup des greffes de reins en termes de donneurs vivants, eh bien, même si ce n'est pas le seul, mais c'est l'essentiel, oui, ça se passe beaucoup mieux quand c'est pris très en amont. Il y a un gros sujet, c'est l'éducation nationale. C'est quelque chose qui nous touche absolument. Et là, c'est un petit peu notre nerf de guerre aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose à l'éducation nationale. Il faut inclure le sujet du don d'organes dans le milieu scolaire pour un enseignement obligatoire. Ça rentre donc dans un programme scolaire. Alors, on s'attaque à un monstre, hein, effectivement, mais c'est possible. On a vu la disparition des manuels scolaires au niveau des troisièmes, en classe de troisième en 2015. Ça a ému personne, même pas nous d'ailleurs, on est un peu fautifs aussi. Mais on a retiré le sujet du don d'organes sur les classes de troisième sans que personne s'en émeut. Et ça, c'est... on a une grosse lacune aussi de ce côté-là. Plus rien n'existe d'obligatoire et d'affiché sur le don d'organes dans les milieux scolaires. Le rôle du premier recours également. Alors, il en a été question dans la précédente table ronde, vous l'avez dit également. Les médecins de premier recours, c'est évidemment, voilà, c'est presque l'élément certainement central sur lequel la culture du don peut reposer demain. C'est eux qui peuvent amener le premier germe de la réflexion chez leurs patients et en fait systématiser la question. C'est ça qu'on aimerait, enfin, avec l'espace numérique patient pour le consigner, mais il faut aussi, il y a de l'humain derrière, il faut que les médecins généralistes acceptent de faire de la question du don et de ce consentement au don un élément incontournable de l'entretien avec tout patient qu'ils vont prendre en charge. Effectivement, il y a été question de dialyse, etc. Il y a beaucoup d'autorisations. Enfin, voilà, de temps en temps, c'est bien que les associations aussi nous disent attention, il ne faut pas seulement créer ce type d'offre, il faut aussi penser à faire en sorte qu'on prévienne finalement le recours à par exemple, la dialyse. Donc voilà, en tout cas, vos travaux vont être pour nous un coup de fouet et puis surtout un appui pour poursuivre tout ça. Voilà. Il y avait jusqu'en 2015 le don d'organes qui était au programme de troisième. Depuis que nous avons échangé, j'ai fait un petit peu d'historiographie des programmes d'histoire. Et pour des raisons que je n'ai pas réussi à identifier, cette thématique est abordée dans les programmes de troisième. C'est-à-dire les programmes sont applicables dans toutes les écoles de France et auprès de tous les élèves, ont disparu des programmes dans la rénovation des programmes qui sont en vigueur depuis 2015. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Je ne pense pas que ce soit un esprit malin qui les ait fait disparaître, mais peut-être, et je ne cherche pas à excuser, c'est peut-être que à ce moment-là, les personnes qui l'ont élaboré n'avaient pas cette priorité en tête. Le directeur général, qui d'ailleurs s'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui parce qu'il est empêché, m'a bien dit qu'évidemment, il était ouvert à la discussion, que bien évidemment, nous étions accueillants pour travailler avec vous sur ces questions-là. Il
n'y a vraiment pas de sujet. Mais pour vous dire aussi dans quoi pourrait s'intégrer cette culture du don d'organes, comme vous l'évoquiez. La première chose que je voulais quand même souligner, et ça, votre manifeste le montre de façon vraiment déterminante, c'est la nécessité de faire un lien absolument fort entre prélèvement et greffe. Je trouve que jusqu'à présent, on a trop insisté uniquement sur le versant prélèvement, la notion de don, sans le rattacher de façon directe et intrinsèque avec la vie. C'est un don pour la vie et ça n'a de sens que parce qu'on prolonge et on permet à une autre personne de garder la vie. Or, le mouvement que vous avez initié, cette volonté de fédérer les énergies, cette volonté de créer un mouvement collectif autour de cette cause, elle est essentielle et c'est sur cet ensemble que l'on doit pouvoir s'appuyer pour qu'à l'échelle de chaque établissement, eh bien, l'ensemble des professionnels puissent se mobiliser autour de cette notion du don. La formation, c'est effectivement pas simple du tout. Pourquoi ? Parce que vous avez abordé le problème des généralistes qui effectivement sont un vecteur extrêmement important pour transmettre toute la formation. Mais ce que nous constatons, nous, et je parle pour la néphrologie et l'insuffisance rénale, bien sûr, dans nos cabinets, et je pense que le professeur Snadouche et le professeur Charpentier sont d'accord, c'est qu'on voit souvent des patients qui arrivent avec une méconnaissance quasi totale ou très faible de leur pathologie parce qu'il y a une relative méconnaissance de la maladie rénale par les médecins généralistes qui considèrent que c'est un peu trop complexe pour eux. Et je pense qu'il y a quelque chose du côté du frein au don d'organes auquel il faut réfléchir. Outre les familles ou les patients qui ont pu bénéficier d'un don, qui eux vont en être l'avocat et nous en parler, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a une problématique qui est assez loin de leur quotidien, qui peut leur faire peur, parce que ça nécessite de parler de la mort quand on est en bonne santé. Moi, je croirais beaucoup à des débats éclairés sur les questions éthiques pour mieux comprendre les motivations et freins au don d'organes, pour que la communication ne soit pas juste donnée, mais pourquoi on donne, pourquoi on donne, pourquoi on ne donnerait pas, et pourquoi on n'en parlerait pas un peu plus, et pourquoi ce ne serait pas un petit peu moins tabou.